empruntez les chemins insoupçonnés que vous offre la vie. Ici Soraya et chaque mercredi, je vous emmènerai au cœur de nouvelles réalités. Au programme, auto-guérison, psychologie pratique, neurosciences, souveraineté intérieure et bien d'autres thèmes qui élargiront vos horizons pour vivre, mourir et renaître en toutes circonstances. Vous écoutez le podcast des chemins insoupçonnés. Bonjour chers auditeurs et bienvenue sur cet épisode du podcast des chemins insoupçonnés. Je suis sûre que tout au long de votre vie, vous avez au moins eu une fois un diagnostic. Peu importe par qui, mais je suis sûre que vous en avez au moins eu un. C'est inévitable, nous passons tous sous le joug d'un diagnostic. Mais c'est justement le sujet de notre épisode aujourd'hui. Mais d'ailleurs, c'est quoi un diagnostic ? Qu'est-ce qu'un diagnostic ? Et oui, on l'emploie souvent ce terme, même dans le jargon non médical et non paramédical, mais nous allons un petit peu aller en profondeur sur ce terme-là et à quoi il sert. Pourquoi recherche-t-on un diagnostic et à quoi sert-il ? Quelles sont les étapes par lesquelles nous sommes susceptibles de passer après un diagnostic ? Bien évidemment, il y a différents types de diagnostics, mais je vous relaterai les étapes et on décortiquera ensemble la pertinence de celles-ci et à quel point elles peuvent nous impacter. Et il y a forcément des moyens sur lesquels nous pouvons agir pour ne pas subir un diagnostic. Et restez jusqu'à la fin parce que c'est à ce moment-là que nous verrons à quel point le circuit émotionnel et les schémas mentaux peuvent être impactés par un diagnostic. Et ce, peu importe sa gravité. Alors, qu'est-ce qu'un diagnostic ? On va faire un petit peu le tour. D'abord, pour clarifier le reste du sujet, je veux clarifier le terme de diagnostic, à quoi il sert et dans quelle mesure je l'emploie ici, sur cet épisode-là. Il aura une définition assez spécifique. D'après Monsieur Larousse, je vais commencer par la définition officielle, c'est l'identification d'une maladie à partir de ses symptômes. Donc ça, c'est quelque part le diagnostic que nous connaissons dans le jargon médical. L'identification d'une maladie à partir de ses symptômes. Et ensuite, d'un point de vue un peu plus élargi, qui peut être utilisé dans un vocabulaire non médical, dans un contexte non médical, c'est l'analyse des causes d'une situation, du jugement porté sur elle. Donc c'est l'analyse. Un diagnostic, c'est le résultat d'une analyse des causes d'une situation et du jugement porté sur cette situation. Donc, vous voyez, il y a des mots comme jugement, analyse, cause qui rentrent en ligne de mire. Tout cela aura donc un impact sur cette définition et aura aussi un impact sur la manière dont est délivré ce diagnostic. Déjà, dans quel contexte il est délivré, la manière dont il est délivré et bien évidemment la personne qui le reçoit lorsqu'il s'agit d'une personne et non d'une situation en général. Voilà, donc ici, moi je vais m'attarder dans cet épisode aux diagnostics qui sont liés au secteur médical, mais aussi dans l'environnement de la psychologie, de la psychanalyse. Voilà, ce sont ces deux secteurs-là qui vont vraiment me tenir à cœur dans cet épisode-là, et je pense que ça va vous concerner plus que le diagnostic, je ne sais pas moi, de l'économie d'un pays. Là n'est pas le sujet ici. Aujourd'hui, on va parler du monde médical, que ce soit la médecine organique, mais aussi la médecine quelque part qui s'occupe du mental, qui est donc la psychologie. Donc le diagnostic, moi j'en ai eu plein tout au cours de ma vie.
je pense comme vous, vous en avez eu, et l'impact sera différent en fonction de l'ampleur du diagnostic et de son impact sur nous, de la perception de son impact sur nous. Dans un premier temps, à quoi sert le diagnostic ? Dans notre cas, imaginons dans le cas médical ou psychologique, en général, on cherche, le diagnostic est mis au point, donc c'est une analyse, on essaye d'identifier au fait finalement des symptômes, on essaye de mettre un nom sur une maladie qui va regrouper des symptômes pour pouvoir adapter une intervention, pour pouvoir intervenir par la suite et pallier à cette problématique, étant donné que toute maladie est considérée comme un état à améliorer, je le pense, en tout cas en théorie. Et puis aussi, il sert à, donc comme je viens de le dire, à intervenir de manière adaptée et aussi à choisir la meilleure prise en charge thérapeutique possible. Donc, que ce soit pour vous, en tant que personne, ça peut être pour votre enfant, ça peut être pour votre conjoint, ça peut être pour un proche, peu importe. Il est là, avant tout, pour pouvoir mettre un mot sur une maladie, un syndrome, pour pouvoir orienter vers la prise en charge thérapeutique la plus adaptée, ou la prise en charge tout court la plus adaptée. Donc tout ça, ça rentre, quand on reste dans le domaine médical, ça rentre dans un parcours de soins que la personne va pouvoir, vers laquelle la personne va pouvoir se diriger et naviguer en fonction de sa problématique et de la gravité perçue, réelle ou perçue. Je vais un peu plus détailler en ce qui concerne le diagnostic psychologique. En fait, il y a deux formes, disons, implicites du diagnostic psychologique. C'est ce qu'on appelle le diagnostic symptomatique et le diagnostic structural. Vous allez comprendre. Le diagnostic symptomatique, comme son nom l'indique, on vient regarder, c'est un petit peu en analogie avec le monde médical, organique. On va diagnostiquer une maladie qui est plutôt organique, on va dire, disons, visible, puisque la science et la médecine actuelle se basent sur ce que l'on voit, et pour donc diagnostiquer un symptôme, plusieurs symptômes qui vont se regrouper en syndrome et selon plusieurs caractéristiques, parce qu'il y a aussi le temps, la durée, la fréquence, l'intensité, la fréquence d'apparition, je parle. C'est la même chose, donc on va reprendre ce même état d'esprit avec le diagnostic symptomatique en psychologie. On va regrouper des symptômes. Les symptômes vont former un syndrome, et donc on va constater pareil de la même manière en fonction de la fréquence, de ce qu'on appelle la durée étiologique, en fonction de l'apparition, dans quel contexte, à quel moment, et puis on va leur donner un nom. Tous ces syndromes et symptômes sont regroupés dans ce qu'on appelle des tableaux cliniques. Donc on va regarder en fonction des symptômes, tac, 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 on va regarder sur le tableau clinique. Voilà, ces symptômes-là vont correspondre à ce syndrome, et donc voici le diagnostic d'après ce tableau clinique officiel qui est offert et qui est utilisé dans le monde psychologique. C'est comme ça qu'on établit un diagnostic. Le problème, je pense que vous le pressentez par rapport à ce type de diagnostic, c'est qu'on ne connaît pas la personne. On ne connaît pas la personne. On ne connaît pas la personne, dans le sens où on ne s'intéresse ni à son histoire, ni à sa psychologie, ses mécanismes de défense, d'adaptation, ses affects, ses relations, etc., sa personnalité, sa ou ses personnalités, etc. Et donc, on ne pourra pas offrir une réponse adaptée, personnalisée. Donc là, c'est comme si on vous mettait dans une boîte, une case, on vous colle une étiquette.
cette approche symptomatique est nécessaire quelque part pour les professionnels. Il faut bien qu'ils mettent un nom sur quelque chose. Ça va déjà orienter, dans un premier temps, ça les oriente, ça oriente le diagnostic et donc ça oriente le suivi et la prise en charge thérapeutique qui viendrait être la plus adaptée et qui viendrait répondre justement à la problématique et le déséquilibre, donc là, psychologique. Il s'agit de l'état de santé mentale. Le problème, c'est que c'est cette orientation, lorsqu'on reste uniquement dans cette orientation, sans prendre en compte d'autres aspects plus humains, plus sensibles, et non pas robotiques, mécanisés, automatisés et cadrés, figés, eh bien c'est là où l'approche, donc le diagnostic structural rentre en jeu. Structural. Ici, on va essayer de découvrir la structure de la personne, de la personnalité. Donc c'est ce que je disais au préalable. On va s'intéresser ici à son histoire. Qui est cette personne? Comment est-elle arrivée là? On va essayer de voir, voilà, ses affects. Vous savez, son enfance, son rapport à ses traumatismes, etc., etc. En psychologie, on parle uniquement de ça. Le mot fondamental, c'est vraiment trauma. À ses relations, et aussi, comme je le disais, ses mécanismes de défense, comment elle s'est adaptée par rapport à un traumatisme, etc., etc. On essaye de prendre en compte la complexité de la psychologie de l'être humain, qui n'est pas étiquetée et qu'on ne peut pas caser dans un tableau aussi complexe soit-il. Maintenant, pourquoi cherche-t-on un diagnostic? J'ai été diagnostiquée de plein de choses au cours de ma jeunesse parce que je souffrais de certains maux et je recherchais un diagnostic pour justement mettre un mot sur ces maux. Non seulement mettre un mot lorsque par exemple des douleurs ou des souffrances ou bien des symptômes qui se manifestent ne trouvent pas de réponse, ne sont pas normaux, en tout cas dévient d'un équilibre, d'une santé optimale. Donc, dans un premier temps, on veut trouver une réponse. La personne qui va rechercher un diagnostic va vouloir trouver une réponse, ce qui est normal. Donc, elle le trouve chez un professionnel qui... En général, on s'oriente vers, quand ça concerne la médecine organique, on va s'orienter vers son médecin généraliste dans un premier temps, qui va lui nous orienter vers d'autres personnes, d'autres professionnels. C'est là quand on rentre dans un certain parcours de soins. Et puis en fonction de la gravité, encore une fois, de la gravité réelle ou perçue d'un diagnostic. Là, je ne parle pas d'un diagnostic, par exemple, d'une grippe, d'un rhume ou autre, quoique ce sont des états qui peuvent s'aggraver en fonction de la personne. Là, je vais parler de diagnostics qu'ils soient plus ou moins sans forcément de réponse ou de prise en charge efficace. Dans mon cas, le diagnostic, les diagnostics que j'ai pu avoir, c'est la raison pour laquelle je voulais absolument trouver les réponses, c'est parce que j'avais un certain mal-être, des douleurs inconnues. Donc il n'y avait pas de diagnostic posé, tamponné, certain. Je voulais une sorte de certitude à l'époque, qui pour moi était synonyme de soulagement. Donc mettre un mot, trouver une réponse, c'est aussi s'orienter vers des soins adaptés, et ce, le plus rapidement possible. Telle était ma démarche. Ça peut être de la même manière chez, par exemple, un enfant.
Un enfant, si vous avez un enfant qui rencontre, je ne sais pas moi, des difficultés à l'école, de comportement, même à la maison, une sorte d'inadaptation, peu importe ce que vous constatez de par son comportement et son état, certains professionnels, certains par exemple éducateurs, enseignants, autres professionnels, vont en fonction de l'enfant, en fonction du milieu aussi dans lequel vous vous trouvez, en fonction de l'environnement, vont vouloir vous orienter vers des professionnels pour établir un diagnostic parce qu'on va constater que l'état ou le comportement qu'il a dans le quotidien n'est pas considéré comme, entre guillemets, normal pour son étape de développement et qu'il présente certaines caractéristiques de peut-être un syndrome. Voilà, et donc, pour pouvoir tamponner l'enfant, il faudra passer par un ou plusieurs professionnels qui vont lui détecter peut-être pas une maladie, mais un syndrome, un trouble, etc., etc. Et malheureusement, il y en a de plus en plus. Ainsi, les parents, c'est souvent aussi à la demande des parents, dans la mesure où ils vont vouloir rechercher une aide, tout simplement, et peut-être pas des soins, mais une aide adaptée, un accompagnement qui peuvent les soulager, eux, dans un premier temps, mais aussi améliorer la qualité de vie de l'enfant dans ses étapes de développement. Et ça, c'est tout à fait légitime. Voilà comment on rentre dans un diagnostic. Maintenant, une fois que le diagnostic a été donné, encore une fois, que ce soit pour vous ou pour la personne, votre enfant, votre conjoint, peu importe, quelqu'un qui est vraiment très proche de vous, la première étape va être vraiment liée à la manière dont ce diagnostic est recherché. Si c'est un diagnostic véritablement recherché, dont la souffrance vient du fait qu'on ne puisse pas mettre un mot sur ces mots, alors le diagnostic va être perçu comme un soulagement. Ah, enfin, j'ai le mot sur ma maladie, sur mon syndrome, sur le trouble. En fait, dans un premier temps, c'est souvent le premier état dans lequel on se trouve encore une fois, lorsque c'est la douleur de la recherche, de la recherche de réponse, qui va nous mettre dans un état, dans un premier temps, de soulagement. Je sais que pour ma part, je connais très bien cet état-là, par rapport à toutes les douleurs, par rapport à ce que j'avais, mon parcours lorsque j'étais plutôt adolescente. Je crois qu'à chaque diagnostic, j'avais une sorte de soulagement par les médecins, parce que je percevais en ce diagnostic, enfin, justement, un soin adapté, une prise en charge adaptée, une intervention adaptée qui pourra enfin me régler ce problème-là et m'en sortir. Bon, ça, c'est la première étape. Le soulagement vient du mental. On est soulagé parce que le mental cherche une réponse. Et la fonction principale du mental, c'est de trouver des réponses. Un mental, c'est tout à fait normal, c'est ni bien ni mal. Le fonctionnement cognitif est un petit peu comme un ordinateur. Il ne peut pas rester sans réponse. Donc, il va vouloir accepter, entre guillemets, n'importe quelle réponse lorsqu'elles sont perçues comme étant crédibles, c'est-à-dire exemple par une autorité, une figure d'autorité, un professionnel, lorsque c'est votre médecin, chirurgien, je ne sais qui va vous donner un diagnostic, donc vous êtes dans un état de, entre guillemets, crédulité, dans le sens où vous lui faites confiance, puisqu'il représente cette autorité-là, donc avec toutes les compétences qui vont avec, et donc
le mental va être soulagé parce que à travers cette première réponse, donc ce premier diagnostic, un enchaînement de questions va s'en suivre. Et ça, c'est encore une fois le mental. Comment faire pour guérir? C'est tout à fait normal, c'est légitime, c'est la fonction du cerveau. Il y a d'autres diagnostics qu'on n'a pas demandé, qu'on n'a pas recherché et qui nous tombent dessus, entre guillemets, et le mot est bien pesé, qui nous tombe dessus. Donc, à côté, en opposition au soulagement, il y aura la première phase de choc. Donc au départ, face à un diagnostic non attendu, en fonction encore une fois de la gravité perçue, une maladie dite grave, un trouble qui va chambouler l'environnement par exemple d'un enfant, qui va chambouler l'organisation, qui va chambouler la vie, l'existence d'un enfant. Toute cette connotation par rapport à un diagnostic va impacter la personne qui va se trouver dans un état plus ou moins de choc. Pourquoi ? Parce que il y aura tout un bouleversement dans la vie de cette personne-là, avec une certaine douleur et peut-être même un sentiment d'impuissance par rapport à ce diagnostic-là, et une incertitude encore plus accrue par rapport à un futur serein ou non. Donc, cette première phase d'état de choc est aussi liée à la manière dont est délivrée l'information, parce que j'en ai pas parlé jusque-là. Il y a certes le diagnostic, mais il y a aussi la manière dont le professionnel va pouvoir le communiquer. Et ça, je vais vous en parler tout à l'heure, que ça a un impact à travers le circuit émotionnel et les schémas mentaux. Ça aura un impact sur la perception sur ce choc et sur la guérison potentielle de la personne. Mon premier conseil, c'est vraiment de pouvoir rechercher plusieurs avis. Je vais prendre l'exemple que je connais bien de la fibromyalgie, parce que j'ai une proche qui a été diagnostiquée après plusieurs mois, voire années d'errance dans le milieu médical, comme étant fibromyalgique. Dans un premier temps, il y a cette phase de soulagement, parce qu'enfin, on ne nous prend plus pour une folle, on ne nous prend plus comme des douleurs fantômes, les douleurs existent bien, on n'a pas de réponse. Si on n'a pas de réponse, on n'a pas d'ouverture, de guérison, d'ouverture thérapeutique possible, donc on reste dans la souffrance et la souffrance s'amplifie. Mais à côté de ce soulagement, il y a aussi le choc. Parce que dans un premier temps, par exemple, si je prends le cas de la fibromyalgie, est-ce qu'il y a un traitement adapté ? Est-ce qu'on peut guérir ? Quelles sont les répercussions sur mon quotidien, sur ma vie, sur mon travail, sur mes relations, sur mon entourage, sur ma famille ? Si c'est un enfant, quelles seront les répercussions sur son avenir, sur sa scolarité, sur la relation qu'il a lui-même avec lui-même, sur ses relations, sur son développement, etc., etc. Il y a toutes ces questions qui viennent. Forcément, ces questions peuvent engendrer de la douleur, une plus grande incertitude, donc une amplification des peurs. Dans le cas de la fibromyalgie, par exemple, il aurait été bien pour l'approche dont je vous parle d'avoir plusieurs avis. En ayant eu justement plusieurs avis, le diagnostic a été plus ou moins confirmé, bien que à l'époque, la fibromyalgie était très inconnue, c'était vraiment les débuts. Il y a une dizaine d'années, on en parlait à peine, on commençait à peine à en percevoir les symptômes, et puis encore plus à peine à mettre un mot dessus. Il y avait surtout une grande méconnaissance dans le secteur médical, de par les médecins, encore plus les généralistes, etc., qui avaient une grande méconnaissance de ces maladies-là, puisqu'elles
n'existait pas. Elle n'avait pas été établie comme étant une maladie. Et vous savez que les maladies sont nommées par des commissions, c'est par des organismes, des centres spéciaux de professionnels qui élaborent des tableaux de maladies avec les syndromes correspondants. Et les syndromes venant de symptômes correspondants. Donc pendant de nombreuses années, par exemple, par rapport à la fibromyalgie, on percevait, les professionnels, les médecins percevaient dans leur ensemble une concomitance de symptômes. Il y avait souvent les mêmes symptômes qui revenaient, les mêmes profils de personnes qui revenaient, les mêmes douleurs, les mêmes plaintes, la même errance médicale, parfois des similitudes dans le parcours, dans le vécu. Et tout ça a été en quelque sorte archivé et étudié, analysé de telle sorte à ce qu'on se rende compte qu'effectivement ces symptômes-là vont correspondre à cette maladie-là. Dans cette étape de choc, durant cette étape de choc, donc je parlais de la manière dont le diagnostic est délivré. Donc, est-ce que c'est par téléphone, on vous balance directement un diagnostic. Imaginons, on vous annonce un cancer par téléphone. Imaginons qu'on vous annonce, je ne sais pas moi, un trouble grave d'un enfant par mail, ou qu'on vous le balance dans une salle d'attente, ou qu'on vous le balance avec aussi un air de gravité, etc. Peu importe la manière dont on établit ce diagnostic-là, je pense que l'aspect humain, j'en ai parlé. Je ne sais plus à quel épisode, je crois que c'est quand je parlais des fascias. Dans le 5e épisode, je parlais de l'importance dont les diagnostics sont délivrés. Et je donnais comme exemple mon cas. Le diagnostic n'était pas gravissime. Maintenant, avec le recul, je m'en rends compte. Mais pour moi, à l'époque, à l'âge de 17 ans, pour moi, c'était gravissime. Le diagnostic qui m'avait été jeté en pleine figure, avec aussi un certain mépris et une certaine légèreté, avec une forme de résignance, par ce médecin-là, qui était un médecin du sport reconnu. Et c'est là que je me suis rendu compte à quel point l'impact peut être soit bénéfique, soit très très grave, en fonction de l'attitude de la personne et de la disposition à accepter ou non le diagnostic. Et tout ça, c'est fondamental. Donc, par exemple, une personne qui aura tendance, dans son état, une personnalité, un caractère habituel, d'être optimiste, voilà, on va dire un caractère optimiste, qui est plus orienté vers les solutions, qui est plutôt optimiste, en général dans la vie, dans toutes les sphères de la vie, qui n'est pas forcément touché par les obstacles, les petits obstacles dans le quotidien, dans la vie en général. Cette personne-là aura une attitude, donc sera disposée, aura une attitude plus propice à accepter le diagnostic, et que ce choc-là n'oriente absolument pas sa perception du futur, ou très peu. A contrario, si une personne a une attitude dans la vie en général plutôt pessimiste, allez, pour vraiment être binaire, pour vraiment prendre les deux pôles, que c'est une personne qui va surtout se focaliser sur les points négatifs, les obstacles, les points, les limitations, etc., etc. Donc cette personne-là va être plus propice à ne pas accepter le diagnostic, parce que c'est possible aussi de ne pas accepter, donc d'avoir une forme de rejet par rapport au diagnostic, ou alors d'être résigné vers le scénario le plus grave, le plus pessimiste et le plus destructeur. Donc là, ici, on voit que les dispositions personnelles sont aussi très importantes. Je récapitule. Il y a la manière dont le diagnostic est révélé, il y a la gravité
perçu ou réel du diagnostic et il y a les dispositions de la personne à accepter ou non le diagnostic. Ça, c'est les 3 points fondamentaux qui fondent la première étape de la réception d'un diagnostic. Ensuite, quand je parle d'acceptation du diagnostic, il ne faut pas le confondre avec la résignation. En fonction des caractéristiques de votre personnalité, vous allez agir, d'abord réagir, puis agir de manière différente. Donc encore une fois, ici on ne va pas attendre d'avoir un diagnostic grave dans la vie pour pouvoir agir, pour pouvoir changer son caractère. Vous allez voir que justement un diagnostic perçu comme étant grave est un élément qui va permettre de rebondir, de revoir ses schémas inconscients et ses perceptions de la vie. Le but est toujours, selon moi, de prévenir. Mais encore une fois, lorsqu'on est dans une phase de guérison, cela révèle énormément de choses. Cela révèle énormément de choses qui n'ont pas été accueillies, enfouies. Très souvent des émotions, des affects, et puis en fonction des schémas mentaux qui ont été élaborés au cours de nos différentes phases de développement de toute notre vie, nous allons percevoir, accepter ou non le diagnostic d'une manière différente. Accepter n'est pas se résigner. Accepter, c'est prendre le diagnostic comme étant un état de fait. D'accord, très bien. Voici la situation actuelle. Donc la description de la situation actuelle. Si on arrive à prendre du recul et à se dire « Ok, je vais faire comme si j'analysais une situation froidement. Voici ce dont il s'agit. » Donc on est face à ces symptômes, on est face à ces syndromes-là qui donnent le nom de telle maladie ou tel trouble, si on parle dans le domaine de la psychologique. Voilà, tel trouble, très bien. Lorsqu'on veut être plus actif et non passif, donc agir et non pas subir, premier élément, rechercher des solutions adaptées. Rechercher des solutions adaptées. Quelles sont les alternatives possibles ? Quelles sont les solutions qui me sont proposées ? Vers qui je peux m'orienter ? Comment m'informer ? Quelles sont mes sources d'information ? Parce que peut-être que la peur vient d'une ignorance par rapport à ces troubles-là. Rechercher des témoignages, rechercher des guérisons, surtout ça. Aujourd'hui, avec Internet, on a tout. Imaginez-vous, il y a 20, 30 années, les personnes qui étaient plutôt isolées dans leur coin, avec un diagnostic, des faux choix thérapeutiques, parce qu'on ne leur laissait pas le choix du fait de la désinformation qu'il y avait. Donc on faisait confiance à ce qu'on nous offrait. C'est un peu comme le vote. Ce sont des faux choix. Tu votes pour A ou B, sachant que au fait finalement les deux sont pareils. C'est que ça n'arrangera pas forcément la solution et que ça ne nous donne pas l'impression d'avoir véritablement fait un choix conscient. S'informer pour se faire sa propre idée est aussi très important. Tirer aussi profit des informations, des expériences d'autrui, comme je le disais à travers des témoignages de guérison, des témoignages de prise en charge, des professionnels qui sont pas forcément, qui ne suivent pas forcément la ligne directrice unique qui est donnée. Il y a toujours des alternatives possibles en fonction de nos aspirations. Ça existe heureusement aujourd'hui de plus en plus. Lorsque, par exemple, une personne va être diagnostiquée d'un trouble, c'est typiquement un enfant qui va être diagnostiqué d'un trouble du comportement.
donc avec la panique du parent et puis son sentiment d'impuissance, va aller chercher de l'aide directement dans le secteur de la psychologie normale. L'idée ici, c'est de pouvoir élargir son panel informatif. Dans ce cas-là, je dis n'importe quoi, est-ce qu'un nutritionniste peut apporter des solutions aussi en complément de ce trouble-là? Est-ce qu'il n'y a pas un lien avec est-ce que ces comportements qui sont les symptômes, est-ce que les comportements qui sont les symptômes d'un trouble ne sont-ils pas aussi liés à un certain type de nourriture, par exemple? Est-ce qu'ils ne sont pas liés à une certaine atmosphère dans le foyer, à un certain type de communication, donc de relation que l'on a avec l'enfant? Donc là, c'est aussi le parent qui devra se remettre en question. Est-ce que ce n'est pas lié aussi à l'environnement direct? Est-ce que un enfant, par exemple, qu'on va diagnostiquer comme étant asthmatique, est-ce que c'est une fatalité en soi? Est-ce que peut-être l'orienter vers des activités ou un environnement à la montagne, c'est un exemple, va l'aider dans son quotidien et va l'aider à pouvoir fonctionner normalement? Est-ce qu'il y a peut-être un lien avec des sortes d'allergies ou des formes d'intolérance? Je pose toutes ces questions-là en connaissance de cause, parce que parfois des troubles peuvent être liés à une déficience hormonale, peuvent être liés à une mauvaise assimilation de certains nutriments, à une mauvaise oxygénation, voilà, ça c'est des choses basiques. Une fois qu'on a éliminé ces causes-là et qu'on a pu les corriger. Je pensais justement à l'asthme qui a été guéri entre guillemets par l'arrêt du gluten. Donc on a constaté qu'il pouvait y avoir un lien entre l'intolérance au gluten et certains symptômes tels que le psoriasis, l'asthme, etc. Beaucoup d'autres maladies. Voilà, d'où l'intérêt de pouvoir s'informer et de varier ces recherches, de varier le domaine de compétences des professionnels à qui on s'adresse. Ça, c'est dans un premier temps. Et puis, il y a aussi, donc, dans l'acceptation du diagnostic, donc dans la non-résignation, de pouvoir aller de l'avant, au-delà du fait de rechercher des solutions adaptées, des alternatives adaptées, il y a aussi le fait de savoir s'entourer. Savoir s'entourer et être dans un environnement adapté. Savoir s'entourer, donc l'environnement proche, familial, des personnes qui montrent un certain soutien, ne pas hésiter à faire le tri à ce moment-là et à faire fi, aussi douloureux soit-il, eh bien des personnes qui ne sont pas dans une démarche de soutien. Et s'entourer aussi, quand je dis bien s'entourer, c'est aussi personnellement, c'est aussi professionnellement. Lorsque l'on se sent en confiance, lorsque on se sent bien à l'écoute, par exemple, auprès de professionnels, peu importe leur domaine, c'est très important pour la suite de la réorganisation de la vie autour de ce diagnostic, de cette maladie ou de ce trouble. Et être dans un environnement adapté, c'est-à-dire que à ce moment-là, je parlais au début de bouleversement, de chamboulement, il ne faut pas hésiter à prendre les devants pour peut-être changer d'environnement, déménager, partir d'un travail. C'est souvent ça se fait, ça aussi, qui ne nous convient plus, qui est aussi peut-être la source de justement ce diagnostic, de ce trouble, cette maladie, de ces déséquilibres-là. Donc là, il y a le fait de s'orienter extérieurement et de se réorienter intérieurement aussi. Réorienter son état intérieur.
ce serait quand même plus difficile, ce serait quand même un peu trop, je dirais, stressant, en plus, par exemple, d'un diagnostic, de pouvoir tout changer d'un coup. Alors peut-être que, étape par étape, ce serait le plus adapté, ce serait plus convenable, et on aura le temps d'intégrer sereinement les nouvelles informations que nous émettons et que nous recevons. Donc gérer les priorités par ordre et accepter que, surtout, que c'est une étape de notre vie. Ça, c'est un élément fondamental. Je n'ai pas parlé encore jusqu'à maintenant de l'identité. Et vous allez voir que l'acceptation d'un diagnostic pourrait à terme être confondue avec notre identité. Accepter un diagnostic, accepter un état de fait, ce n'est pas s'identifier à ce diagnostic. S'identifier à une maladie, c'est vivre cette maladie comme étant nous. Un trouble, une maladie, peu importe. C'est dans un premier temps non seulement faux, étant donné que dans la vie, nous passons par différentes étapes changeantes, et plus nous nous identifions à une maladie, moins nous risquons de nous en détacher et donc d'être sur la voie de la guérison. Qu'est-ce qui s'identifie à la maladie? C'est souvent le mental, justement par ce diagnostic, par la description des troubles, des symptômes, des conséquences, etc., du réaménagement du quotidien, des conséquences relationnelles, physiques, mentales, etc. La maladie n'est pas une identité. Et malheureusement, ce que je constate, ce que j'ai pu constater, c'est qu'il y a un danger dans l'identification. Il serait bon de ne pas s'assimiler à ce diagnostic. Ce diagnostic n'est qu'une étape, c'est un nom, c'est un état. Ce n'est pas nous en tant qu'être, en tant qu'âme, en tant qu'être vivant. C'est un état de fait qui est issu de schémas de pensée, affect, déséquilibre, hygiène de vie, choc, prédisposition génétique, etc., etc. Il y a d'innombrables facteurs qui vont faire en sorte qu'un syndrome apparaisse, qu'une maladie apparaisse, mais cette maladie, ce n'est pas nous. Le fait de se détacher consciemment de cet état va énormément, grandement aider dans le processus de guérison. Vous voyez, souvent j'entends « je suis malade ». Ou alors on parle de « ma maladie ». Ma maladie ? Et on possède, il y a une sorte de possessivité, une possession de la maladie. Mais si vous possédez cette maladie-là, vous n'aurez plus envie de vous en détacher. Vous aurez tellement pris l'habitude d'être dans cet état-là, puisque ça ne sera rien d'autre que vous, que toute forme de guérison sera presque impossible. Mais ça ne se passe pas comme ça. Le pouvoir de votre esprit sera plus fort que le diagnostic si vous décidez de prendre ce diagnostic comme étant un état et non comme une identité. Alors vient le travail, vient l'occasion de repartir sur de nouvelles bases. C'est à ce moment-là que justement les bouleversements, les changements, les transitions, les questionnements, les observations, les analyses, l'introspection vont nous mener sur des changements. Si on arrive à identifier les éléments qui nous ont menés vers cette maladie, ce diagnostic, alors sereinement, nous pouvons repartir sur de nouvelles bases et se dire très bien, pour éviter à nouveau de retomber sur les mêmes schémas qui vont nous amener vers les mêmes symptômes, les mêmes troubles et donc les mêmes maladies, alors je vais changer
tout ce qui a mené vers ces symptômes et cette maladie. Et donc réajuster non seulement mon mode de vie, et dans ce mode de vie-là, il y a véritablement les pensées, les chocs émotionnels que j'ai pu avoir étant petite, ce que j'ai pu subir, ce que j'ai pu enfouir toute ma vie, ce que j'ai pu vivre de douloureux, mais que je n'ai jamais pu accueillir, voir en face, accepter, revient sous une autre forme. Et c'est à ce moment-là qu'une nouvelle vie, un changement pour le mieux se fait voir. Et c'est cette étape-là, pour moi, qui est primordiale, essentielle, pour se dire que finalement, tous ces déséquilibres-là, tout ce mal-être, toute cette perception, tout ce cauchemar, tout ce bouleversement, a été bénéfique. Heureusement qu'il y avait tous ces symptômes qui nous indiquaient « Oh, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a ça, qui ne vont pas. » Et comme tu n'écoutes pas, on va trouver des moyens d'expression. Nous, on a besoin d'être vus, d'être accueillis. Tu ne le fais pas subtilement, on va le faire de manière beaucoup plus grossière et douloureuse, en tapant du poing. Voilà, je caricature un petit peu, c'est souvent le cas. Après donc la phase d'acceptation, donc il y a la phase d'action, on agit pour pouvoir trouver les solutions et on réajuste ce qu'il y a à réajuster. Là, dans cette phase-là, il y a un élément important que j'aimerais souligner, c'est le fait d'accepter d'être seul. Et oui, je parlais au début d'être bien entouré, bien sûr, je vous souhaite d'être bien entouré. Mais finalement, si le diagnostic vous concerne vous, personnellement, alors il y a inévitablement cette phase de solitude qui n'est absolument pas négative et qui, justement, comme je l'ai souligné tout à l'heure, qui est un point fondamental pour pouvoir tout remettre à plat et en profiter pour se responsabiliser. Finalement, nous sommes seuls avec nous-mêmes, même si nous portons en nous l'univers, mais face à ce genre d'épreuves, de situations, nous sommes seuls. Et je le vois comme quelque chose de très positif, puisque c'est de là que peut émerger une certaine liberté. Avec la prise de conscience du pouvoir que nous avons sur notre vie, il y a certes la responsabilité qui en découle, mais il y a aussi et surtout la liberté. Les deux allant de pair. Nous ne pouvons pas réclamer une certaine forme de liberté, exemple, se libérer de tous les schémas ancestraux, mais aussi de tous les schémas inconscients actuels, sociétaux, qui ne veulent rien d'autre qu'une dépendance, qu'une soumission, et qu'une aliénation, puisque dans un environnement où la maladie devient une normalité, et on est dans un environnement qui met tout en place pour justement tirer le pire de l'être humain, s'en libérer, s'en détacher, c'est aussi se responsabiliser. Les deux allant de pair. Et vous verrez que ma vision, celle que j'aimerais aussi vous apporter, c'est que plus vous comprendrez, plus vous cheminerez vers la compréhension de vous-même, plus vous comprendrez à quel point se déconditionner sera une des clés, se désidentifier sera, c'est un petit peu la même chose, sera aussi une autre clé, mais aussi réapprendre à se responsabiliser et à se détacher des éléments de la société, de ce monde, de ce qui fonde ce monde.
Donc quelque part, accepter de naviguer vers une certaine marginalité. Après, il y a des degrés de marginalité. Mais si vous voulez faire partie pleinement de ce monde, eh bien, il faut accepter toutes les conséquences qui vont avec. Je m'adresse, moi, personnellement, à vous qui voulez changer, qui voulez grandir, qui voulez vous transformer, et pour cela, j'ai envie de dire, vous êtes obligés, entre guillemets, de vous détacher des éléments qui ont fondé tous les conditionnements auxquels vous avez répondu jusque-là. Ça ne veut pas dire qu'il faut aller dans une grotte ou dans un monastère. N'allons pas dans les extrêmes, mais se détacher d'une situation peut se faire dans le même lieu, exactement le même lieu géographique. Il ne faut pas confondre les choses et la perception et l'attachement aux choses et aux situations. Ça n'a rien à voir. Et ne pas être attaché à une chose, ça ne veut pas dire que je ne vais pas la respecter, la jeter ou la donner juste parce que je n'y suis pas attachée. Là est un autre vaste sujet. Vous voyez de l'identification et de l'importance de ne pas s'associer, de ne pas, justement, de se dissocier de cette maladie-là, comme la prenant comme une sorte de maître, quelque part, et d'accepter d'être seul dans ce processus. Un état n'est jamais permanent, ou du moins votre état intérieur n'est pas le même il y a 10, 20 ans ou plus pour certaines personnes, et vos états peuvent même varier dans une même journée. Il y a d'autres personnes qui, en l'espace de 30 ans, qui ont vécu plusieurs vies, pas seulement en termes de situation, mais en termes d'état intérieur. Si je devais faire un petit bilan, à l'âge de 17 ans, à l'adolescence, jeune adulte, j'étais complètement à côté de la plaque quant à la quête d'identité. Et si à ce moment-là, j'avais cru, heureusement que j'avais quelque part cette force, cette fougue de liberté, cette fougue de pouvoir m'en sortir par moi-même, heureusement que j'avais quand même cette forte personnalité, cet élan intérieur de liberté et de soif de connaissance m'a fait naviguer dans différentes directions, et heureusement que je n'ai pas cru au diagnostic des médecins. Heureusement, et il y a de nombreuses personnes, de nombreux témoignages comme ça, qui disent par exemple, dans 3 mois vous allez mourir. Vous avez un cancer, imaginons cette personne-là, on vous dit, le médecin, vous avez 3 mois à vivre. Quel est l'impact ? Il y a des personnes qui se sont révélées, mais une existence extraordinaire après le diagnostic d'un cancer. Je prends l'exemple d'un cancer parce qu'il est peut-être représentatif, je dirais, du pire des diagnostics, je ne sais pas. Un état n'est jamais permanent, et ça nous permet de réapprendre ce que nous sommes au-delà des identités que nous nous sommes forgées. Ça nous permet aussi d'accueillir un état de maladie, d'un diagnostic plus ou moins grave, encore une fois, gravité perçue ou réelle, est fait pour être accueilli, pour être observé, pour être entendu. Et c'est aussi un tremplin pour pouvoir élargir sa vision de nous-mêmes et de l'existence en général. L'être humain est dans un processus évolutif permanent. Vouloir se mettre une étiquette par rapport à une maladie est une aberration, est un emprisonnement qui est non seulement inutile, mais dont l'émergence n'est rien d'autre que la souffrance. Si vous voulez souffrir, vous vous mettez une étiquette d'une maladie, d'un trouble, et vous restez dedans toute votre vie. Ça peut être une solution pour ceux qui aiment la souffrance et ceux qui pensent que rien d'autre dans leur vie ne peut exister. Soit par ignorance, par lâcheté, par manque d'expérience, aussi par manque de soutien, d'entourage. Parfois, ils
suffit d'aller voir que la guérison existe ailleurs et donc de bénéficier de l'expérience et des expériences d'autrui pour pouvoir y croire soi et se dire « Ah oui, peut-être que c'est possible ». Et là, des mondes apparaissent. De nouveaux horizons s'élargissent. Et c'est ce que je vous souhaite du fond du cœur. Peu importe le processus dans lequel vous vous trouvez. Qu'est-ce qu'un diagnostic ? À quoi sert-il ? Pourquoi est-ce qu'on recherche un diagnostic ? Et quelles sont les étapes après le diagnostic ? Tout ça, nous venons juste de le voir dans cet épisode-là qui arrive à sa fin. Les étapes cruciales d'un diagnostic, bien évidemment, elles sont changeables, interchangeables en fonction des personnes. Elles ne sont pas limitées, elles ne sont pas rigides. Ce n'est pas 1, 2, 3, 4, 5. On est obligé de passer par ces étapes-là. Pas du tout. Ce sont des étapes générales qu'on peut observer. Et ces étapes-là, bien évidemment, dépendent d'innombrables facteurs, d'innombrables paramètres, selon qui vous êtes, dans quel environnement vous vous trouvez, dans quel état vous vous trouvez et de quel diagnostic il s'agit. Donc de l'apprentissage que vous avez à effectuer sur cette terre. La première étape, comme je l'ai dit, peut être soulagement et ou choc. Et puis vient l'étape du rejet ou de l'acceptation en fonction de nos attitudes, de nos prédispositions intérieures. Et justement, nos prédispositions intérieures vont paramétrer toute l'action, toutes les actions qui viendront après, c'est-à-dire la nouvelle vie, comment préparer la nouvelle vie après le diagnostic. Et pour cela, il y a d'innombrables réajustements, d'innombrables compréhensions, le fait d'être seul dans ce processus, le fait d'accepter de se désidentifier de cet état-là, le fait d'accepter de réajuster certains facteurs de notre existence et surtout de comprendre ce qui nous a amenés vers cet état-là, ne pas reproduire les mêmes schémas. Et c'était là une occasion, un tremplin pour pouvoir changer et évoluer sereinement vers la compréhension de nos facettes les plus subtiles. Chers auditeurs, si vous êtes passé par un diagnostic plus ou moins grave pour vous ou pour l'un de vos proches, je serais ravie de pouvoir répondre à vos questions. Je serais ravie que vous puissiez venir en parler, en discuter et puis partager votre expérience au plus grand nombre et ce pour élargir les possibilités, toutes les possibilités. Si vous êtes passé par une étape douloureuse après un diagnostic, je serais ravie de pouvoir vous accueillir, répondre à vos questions et pourquoi pas témoigner afin d'offrir les solutions, les changements que vous avez vécus, mais aussi faire passer un message à tous ceux qui pourraient être en ce moment dans le même processus que vous avez connu également. Peu importe les diagnostics, ça aurait pu être pour vous, ça peut être pour un membre proche. C'est très important justement de pouvoir partager toutes ces sources de solutions pour montrer au maximum de personnes que non seulement elles ne sont pas seules, mais qu'elles peuvent bénéficier des expériences d'autres et que d'autres ont pu découvrir des facettes d'elles-mêmes et d'autres ont pu découvrir un certain processus de guérison qui peuvent bénéficier au plus grand nombre parce que toutes ces connaissances-là, nous devons les retrouver petit à petit car elles font partie de l'être humain. N'hésitez pas à prendre contact avec moi. D'ici là, chers auditeurs, je vous dis
À la semaine prochaine pour notre prochain épisode.